Le 28 août 2009, Mark Saylor prend sa petite famille pour une dernière sortie familiale avant la rentrée des classes. Au bord de sa voiture de location, Mark emprunte la 125 en direction du nord, en compagnie de sa femme, sa petite fille et leur beau-frère, pour assister à un match de football américain. Mais au bout de quelques kilomètres, le véhicule accélère soudainement. Le beau-frère appelle le 911 pour demander de l'aide alors qu'il s'approchait d'une intersection à forte influence. 911 emergency, what are you reporting? Yeah, where's the I'm sorry, your cell phone's cutting out. We're going north 125. We're in trouble. Okay, and you don't have the ability to like turn the vehicle off or anything? We're approaching an intersection. We're approaching an intersection. Okay. We're approaching an intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh, shoot. Oh. Okay. Hello? Ce jour-là, Mark, sa femme, leur fille et son beau-frère perdront la vie suite à la violence du choc. L'enquêteur responsable du dossier décrit la scène en disant « Croyez-moi, si vous le voulez, c'est le pire accident que j'ai jamais vu de ma carrière. » La télévision américaine s'est emparée du dossier, faisant passer l'accident de simple fait divers à drame national. Des témoignages d'incidents similaires remontent à la surface et des pétitions récoltent des milliers de signatures, poussant ainsi le gouvernement américain à réagir. Toyota avait pleinement conscience de ce qui était en jeu et a donc fait tout son possible pour essayer d'étouffer l'affaire. Le constructeur japonais explique que le chauffeur est le seul et unique responsable de l'accident, parce qu'il aurait confondu les pédales sous l'effet de la panique, comme c'était le cas de 60% des accélérations involontaires. Mais plusieurs éléments contredisent ces arguments, à commencer par l'enregistrement dans lequel on entend clairement le beau-frère dire « There's no brakes. » Mais en plus de ça, Mark Saylor n'avait rien d'un automobiliste novice. Il passait ses journées à arpenter l'autoroute californienne au bord de son véhicule de service. Afin d'éviter que la fiabilité de leur véhicule ne soit remise en question, Toyota change de défense et remet cette fois-ci la faute sur le tapis de sol qui aurait bloqué l'accélérateur. Et peut-être bien que c'était le cas pour Mark Saylor, ainsi que pour d'autres victimes. Mais cela n'explique pas l'absence de freins, d'autant plus que les freins devraient dominer n'importe quel accélérateur. Entre-temps, les accidents se succèdent, les morts s'accumulent et plusieurs spécialistes remettent en cause la commande électronique de l'accélérateur. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement décide d'intervenir, en demandant une enquête sur le système incriminé. Et c'était nul autre que la NASA qui allait s'en occuper. Le constructeur japonais craignait les conclusions à venir de l'enquête, car ils avaient nié en bloc tout problème électronique. Et si la défaillance était avérée, le problème allait prendre une dimension internationale, impliquant le rappel de millions de véhicules à travers le monde. Compte tenu de la récurrence des accélérations involontaires dans le milieu urbain et le fait que Mark Saylor soit passé à côté de plusieurs antennes radio, la question des interférences électromagnétiques se posait d'elle-même. Et la NASA allait y répondre. Son rôle consistait à faire passer une batterie d'essai au calculateur incriminé afin de déterminer si l'équipement était apte à fonctionner dans un milieu pollué par les ondes. Ces essais, dits de compatibilité électromagnétique, se divisent en 4 catégories. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement à l'immunité rayonnée, parce que c'est mon essai préféré et c'est de loin l'essai le plus intéressant. Pour réaliser cet essai, vous aurez besoin d'une chambre dite anéchoïque. Vous savez, c'est le genre de chambre qui est supposé vous rendre fou si vous y restez plus de 30 minutes. L'intérêt de ces salles est d'isoler le système du monde extérieur, afin d'avoir le moins d'interférences possible. Vous aurez également besoin de différents types d'antennes, afin de balayer tout le spectre radio, car votre appareil peut être défaillant à certaines fréquences et pas à d'autres, parce que les interférences existent sous différentes formes. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement au courant induit. J'aborderai les autres phénomènes dans de prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. L'induction a été découverte indépendamment par Michael Faraday et Joseph Henry en 1831. Les deux scientifiques ont remarqué que si une boucle métallique était traversée par un champ magnétique qui varie dans le temps, les électrons du bout de métal vont se déplacer en réponse à cette excitation, générant ainsi un courant électrique. L'histoire a oublié Joseph Henry, et ce phénomène est aujourd'hui modélisé par la loi dite de Faraday. Le premier terme à gauche représente la force électromotrice, c'est-à-dire la force qui déplace les électrons du métal. Et à droite,
on a la variation du flux magnétique à travers le temps. Si avec un bout de cuivre, vous formez une petite boucle d'une surface de 5 cm² et que vous rapprochez cette boucle d'un téléphone portable qui émet à pleine puissance et en continu, vous obtiendrez alors une tension de 15 mV au bout de cette boucle, l'équivalent d'un centième d'une pile de télécommande. Ok, je pense avoir compris. Mais du coup, dis-moi Loubiol, c'est quoi la relation entre ce que tu expliques là et les accélérations involontaires ? Rassure-toi, j'y arrive. Alors ça, c'est l'accélérateur électronique en question. Et cette carte est le chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est elle qui traduit la position de la pédale en des commandes d'accélération. La carte est un peu compliquée, donc on va prendre une version très simplifiée, composée d'un simple circuit qui est traversé par un courant électrique quand le chauffeur appuie sur l'accélérateur. Mais voyez-vous, le problème c'est que l'électricité n'a pas d'odeur. Du moment qu'il y a une force électromotrice, les électrons vont se déplacer. Et là je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. La NASA voulait savoir si Toyota avait pris les précautions nécessaires pour que son accélérateur ne soit pas déclenché par un courant induit, causé par des ondes radio par exemple. Et franchement, pour avoir déjà fait ce genre d'essai, je peux vous dire que leur système est extrêmement robuste. Mais pour autant, le constructeur n'était pas encore tiré d'affaire, parce que la dernière mission de la NASA consistait à auditer le code informatique utilisé dans cette carte. Et au vu de ce que j'ai trouvé, Toyota avait bien raison de s'inquiéter. Si vous avez déjà fait de la programmation, alors vous avez conscience de l'importance d'un code bien écrit et bien organisé. Et dans le monde informatique, il existe une échelle qui permet de mesurer la complexité d'un code. En résumé, si votre code a un nombre cyclomatique entre 1 et 10, tout va bien. Entre 11 et 20, le code commence à être un peu compliqué. Entre 21 et 50, votre code est complexe et très risqué. Au-delà de 50, c'est ce qu'on appelle du spaghetti code. Et là, tenez-vous bien. Le code utilisé dans l'accélérateur avait un nombre cyclomatique de 146, c'est-à-dire qu'il est impossible de tester le code dans son intégralité. Et s'il y avait des erreurs, il est quasi impossible de les découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, un groupe d'experts de la NASA a pris le temps de tout analyser dans un rapport de 800 pages, et leur conclusion était sans appel. Le code source de Toyota est défectueux et contient plusieurs erreurs qui peuvent causer des accélérations involontaires. Cette conclusion avait mis la firme japonaise dans une situation extrêmement délicate. Mais ce n'était que le commencement, parce qu'en plus de leur mauvais code, la NASA reprochait à Toyota l'existence d'un point de défaillance unique, c'est-à-dire que leur accélérateur n'avait pas de ceinture de sécurité pour rattraper un éventuel défaut. La position de la pédale était déterminée grâce à deux capteurs différents, pour avoir ce qu'on appelle une redondance. Mais si vous prêtez attention à cette synoptique, vous verrez clairement que les deux informations sont traitées par le même processeur. Et donc au final, cela reviendrait à avoir un seul capteur avec une seule information. Et pour une fonction aussi critique que l'accélération, ce genre d'erreur de conception est inacceptable. Avec un code mal écrit et une carte électronique de Wish, Toyota avait réuni tous les ingrédients nécessaires pour concocter une catastrophe à grande échelle. Et ça n'a pas raté. Mais on pourrait se dire qu'il suffirait juste de freiner pour arrêter un véhicule. Et en toute logique, c'est vrai. Un journaliste américain a voulu vérifier cette hypothèse en faisant l'essai avec son véhicule personnel. Et évidemment, sa voiture s'est arrêtée. Mais du coup, si ça a marché pour Malcolm Gladwell, pourquoi ça n'a pas fonctionné pour la famille Saylor? Peut-être que finalement, Mark Saylor faisait partie des 60% d'automobilistes qui n'ont pas sollicité leurs freins pendant une accélération involontaire. En tout cas, Toyota espérait mettre fin à la débâcle médiatique du cas Mark Saylor grâce à ce rapport. Et franchement, ils étaient bien partis pour y arriver. Mais une note confidentielle ayant fuité sonne le glas pour le constructeur. Toyota écrit noir sur blanc qu'il ne faut pas appuyer à plusieurs reprises sur le frein en cas d'accélération involontaire, car cela pourrait casser le vide du cerveau-frein, empêchant ainsi son activation. Consumer Reports décide de faire le test avec un véhicule Toyota. Let's see what happens if you lift your foot off the brake in this situation. Again, wide open throttle, 60 miles per hour, hitting the brakes, car's slowing down. I'm going to lift off my brakes just once and then back down. I've lost power assist. I cannot slow this vehicle down. I'm pushing all my might. I'm going 40. Say I lift off my brake again and pump them. Now I'm going 60. Cannot slow down the vehicle. Lift off again. 80 miles an hour. I'm powerless to slow this vehicle down. L'ex-officier de l'US Air Force a eu le malheur de réagir humainement, car il n'arrivait plus à arrêter son véhicule.
Ce jour-là, cette famille a été victime d'un accélérateur bloqué et d'un servo-frein inopérant. L'image de marque de Toyota a été fortement impactée par ce scandale. La direction a dû présenter des excuses, payer une amende de 1 milliard de dollars et un autre milliard en dédommagement aux victimes. Le constructeur automobile s'est engagé à apporter les modifications nécessaires pour que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Et c'est à ce moment-là où je suis supposé vous dire que tout est bien qui finit bien. Mais ça serait vous mentir. En 2009, une famille est morte noyée à cause d'une accélération involontaire. Le chauffeur avait pris soin de mettre son tapis de sol dans le coffre. Quelques années plus tard, une famille fauche un jeune couple qui venait tout juste de se marier. La maman avait non seulement freiné en continu pendant toute la durée de l'accélération, mais en plus de ça, elle avait tiré le frein à main. Le NHTSA a continué de recevoir des plaintes pour accélération involontaire jusqu'en 2019. Mais depuis, c'est Tesla qui a repris le flambeau. Pendant toute l'écriture de cette vidéo, je me suis demandé s'il y a eu ce genre d'incident en France ou en Europe. Et a priori, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si le problème vient des automobilistes américains ou de leur boîte automatique. Mais une chose est sûre, leur manque de régulation fait que les constructeurs se permettent de prendre des libertés qu'ils n'oseraient reproduire en Europe. Et je parle en connaissance de cause. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les bornes 5G, qui inquiètent énormément aux États-Unis, parce qu'ils ont peur de leur impact sur les outils de navigation et de communication aéronautique. D'ailleurs, la 5G causera sûrement le retour du mode avion, parce qu'aujourd'hui, sachez-le, les régulateurs ont donné le feu vert pour autoriser l'utilisation des téléphones pendant toute la durée du vol. Mais ce n'est pas encore appliqué, et si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder cette vidéo.